Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons étudier l'anatomie de l'abdomen. L'abdomen est une cavité avec différents compartiments, dont le compartiment de la cavité du péritoine qui contient le tube digestif et ses glandes annexes qui va nous intéresser particulièrement. Commençons par quelques généralités pour définir les compartiments et les grands points topographiques. La cavité abdominale est grossièrement cylindrique, avec une architecture osseuse. Architecture osseuse qui comprend la colonne vertébrale, l'axe vertical le plus postérieur, qui comprend également une partie des côtes et le bassin qui associe l'os iliaque droit à l'os iliaque gauche et le sacrum. Cette structure squelettique est entourée de tissus musculaires, de différents plans musculaires qui forment les parois du cylindre. Ce cylindre est fermé à la fois dans son extrémité crâniale et caudale. L'extrémité crâniale, c'est le muscle diaphragme, avec ses deux coupoles qui ferment la cavité. Quant à l'extrémité caudale, c'est le plancher pelvien, en quelque sorte un autre diaphragme. L'un comme l'autre ont des orifices pour laisser passer les vaisseaux et les viscères, mais les deux fermetures sont musculaires. La segmentation se fait d'une part avec la cavité péritonéale qui dérive de la cavité cœlomique. Nous verrons ce concept dans un instant. Cette cavité péritonéale contient le tube digestif et ses glandes annexes. C'est une cavité qui est vaste, avec une sous-segmentation qui est le petit bassin ou pelvis, sous-segmentation qui se situe en direction caudale par rapport au détroit supérieur, qu'on appelle aussi la margelle du petit bassin. Cette cavité, dite cavité du pelvis ou cavité pelvienne, contient des viscères avec une pathologie spécifique et souvent indépendante de celle qui est plus crâniale. En arrière de la cavité péritonéale, il y a un autre secteur qu'on appelle le rétropéritoine. Ce rétropéritoine comprend avant tout l'appareil urinaire, c'est-à-dire les reins avec les uretères et les glandes surrénales. Mais il y a également le secteur qu'on appelle les gros vaisseaux, pratiquement sur la ligne médiane, gros vaisseaux qui comprennent l'aorte abdominale et sa bifurcation en artère iliaque primitive, la veine cave inférieure et un très riche réseau lymphatique. Les pathologies et viscères qui sont dans le rétropéritoine ou dans la cavité péritonéale sont très indépendants les uns des autres. Et d'ailleurs, il en résulte des sous-spécialités médicales ou chirurgicales, comme la gastroentérologie sur le plan médical pour le tube digestif, les chirurgiens digestifs ou viscéraux pour la prise en charge chirurgicale, et pour le rétropéritoine, ce sont généralement les urologues qui traitent l'appareil urinaire et les chirurgiens vasculaires pour l'aorte et la veine cave. En pratique clinique, les parois de l'abdomen sont accessibles à la palpation, à l'auscultation et à des examens d'imagerie comme l'échographie. Cette paroi antérieure et latérale de l'abdomen est segmentée en 9 compartiments. 9 compartiments avec tout d'abord des lignes horizontales qui sont au niveau du processus xiphoïde pour le sternum pour la ligne la plus haute, puis une deuxième ligne horizontale au niveau du bord inférieur du grille costal, troisième ligne au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure de chacun des os iliaques, et enfin une dernière ligne horizontale suspubienne. Ceci va être complété par des lignes obliques ou verticales, deux lignes obliques
qui vont du processus xiphoïde jusqu'à la deuxième ligne horizontale, en suivant le bord antérieur du grille costal, et à partir de là, deux lignes verticales qui vont isoler des carrés plus ou moins réguliers. Il en résulte des zones d'examen clinique qui correspondent bien sûr à des viscères spécifiques. L'épigastre, qui est la partie médiane de la première rangée horizontale, correspond généralement à la topographie de l'estomac. Toujours sur la ligne médiane, la partie sous-jacente est la région ombilicale ou mésocéliaque. La troisième, c'est la région pubienne ou hypogastre ou région hypogastrique. Sur les colonnes latérales, on a la région des hypochondres, donc région qui signifie sous les cartilages costaux, hypochondre droit avec la glande hépatique, hypochondre gauche avec en partie l'estomac et surtout la rate. On a ensuite le flanc droit et le flanc gauche, et enfin la fosse iliaque. La fosse iliaque qui est située au-dessus de cette ligne oblique qui représente le ligament inguinal, et au-dessous de cette ligne oblique, la région inguinale. Seule la région de la fosse iliaque correspond à la vaste cavité de l'abdomen. Le schéma suivant représente en fait une dissection. Dissection de la cavité péritonéale où sont mis en évidence les viscères intrapéritonéaux. On a procédé à une large résection de la paroi musculaire antérieure et sur les deux flancs. Ainsi, on a accès, comme dans un geste chirurgical de chirurgie digestive, on a accès à la vision du tube digestif, avec tout d'abord l'œsophage abdominal, qui se poursuit par une zone dilatée, un réservoir qui est l'estomac. Puis, la partie suivante est invisible, c'est le duodénum, qui se poursuit par l'intestin grêle, avec tout d'abord le jéjunum. Le jéjunum avec une série dense de boucles digestives, qui se poursuit par l'iléon, mais auparavant le grand omentum, structure caractéristique du péritoine, recouvre, comme un tablier, la partie du jéjunum et de l'iléon dans la région périombilicale. L'iléon fait donc suite au jéjunum sans ligne de démarcation. Cet iléon va se terminer dans le gros intestin qui comprend les côlons, avec tout d'abord au-dessous de la jonction entre l'intestin grêle, l'iléon, et le gros intestin, le cécum, qui est une dilatation. Le cécum est le lieu d'implantation de l'appendice, portion de viscère très célèbre dans l'anatomie digestive. Il se poursuit par le côlon droit ou côlon ascendant, puis il y a un angle, l'angle droit qui définit la poursuite de l'intestin par le côlon transverse. C'est une portion qui est oblique de la droite vers la gauche et en direction crâniale. Le côlon transverse est succédé par l'angle gauche, puis le côlon gauche qui est de diamètre plus petit généralement, qui descend dans le flanc gauche et qui se termine par le côlon sigmoïde qui forme une anse ou une boucle sur la margelle du petit bassin, sur le détroit supérieur. Les viscères suivants, dans la partie caudale, sont en fait dans le pelvis, que nous laisserons de côté. Les glandes annexes sont constituées par le foie, ou glande hépatique. C'est la plus volumineuse glande de l'organisme, qui est sous l'hypochondre droit, avec comme association la vésicule qui contient la bile produite par la sécrétion hépatique. Il y a enfin la rate, ou splénus, qui est sous l'hypochondre gauche, qui est normalement peu visible et qui repose par sa base sur l'angle gauche du côlon. Voici donc l'ensemble des viscères visibles. Il manque le pancréas, qui est en fait en arrière du jéjunum, en arrière du côlon transverse et de l'estomac. Nous ne détaillerons pas l'organogenèse du péritoine,
l'organogenèse du tube digestif qui permet de comprendre les zones de fixation et le bouleversement considérable qui est produit dans la croissance et le développement du tube digestif. Mais pour définir le vocabulaire qui sera utilisé, voici une coupe transversale ou coupe horizontale d'un embryon dans la région du célome, dans la région du futur abdomen, à la 4e semaine. Il y a tout autour la cavité amniotique, qui est colorée en bleu ciel, qui contient le liquide amniotique, et l'ectoblaste, qui est coloré en bleu. Le tube neural s'est fermé, il y a les 2 crêtes neurales qui sont associées, et en avant les somites, sur la ligne médiane, vous reconnaissez la corde et l'aorte primitif. La cavité du célome est à ce niveau divisée en 2. Une cavité célomique droite, une cavité célomique gauche, qui est tapissée par ce trait vert foncé, qui est le péritoine pariétal. Il double toutes les parois, la paroi postérieure, en avant de l'aorte, puis en avant des 3 points orange qui est le mésonéphros, et qui double également les parois latérales et ventrales. Ce péritoine pariétal dérive d'un tissu primitif qu'on appelle la somatopleure. Il est différent du péritoine viscéral, qui est coloré en vert clair, qui naît à partir d'une ligne de réflexion, c'est-à-dire la jonction entre le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, l'angle qui fait jonction. Ce péritoine viscéral provient d'un tissu primitif qui est la splanchnopleure et qui recouvre l'ensemble des viscères, dont le tube digestif primitif. Les 2 feuillets de péritoine viscéral, l'un droit, l'autre gauche, constituent un méso, c'est-à-dire un espace, souvent virtuel. Les 2 feuillets droit et gauche sont très proches l'un de l'autre, séparés par quelques lobules adipeux. Et le méso, eh bien, c'est cette structure qui là est purement sagittale, réunissant la partie qui recouvre la face ventrale de l'aorte à la face dorsale du tube digestif. Ce mésodorsal contient des cellules adipeuses, mais également un réseau vasculaire et nerveux. C'est là que les artères qui viennent de l'aorte gagnent le tube digestif. Les veines utilisent également cet espace, ainsi que le réseau lymphatique et les voies nerveuses. Comme il y a un mésodorsal, il y a un méso-ventral qui n'existe pas sur toute la hauteur du tube digestif, mais qui est présent au niveau de cette coupe, constitué, comme le précédent, par 2 feuillets, un droit et un gauche, qui aboutissent à une ligne de réflexion entre péritoine viscéral et péritoine pariétal sur la ligne médiane ventrale de l'individu. Ces mésos vont être considérablement modifiés par la croissance du tube digestif et le développement des glandes annexes, particulièrement le développement de la glande hépatique, mais aussi de la rate, du pancréas, de l'estomac, etc. Le schéma qui est dans la partie haute de l'écran représente le tube digestif dans sa constitution et topographie primitive au centre de la cavité célomique, et ce tube digestif est recouvert de péritoine viscéral en vert clair avec un seul mésodorsal. Les 2 tiers du tube digestif n'ont pas de méso-ventral. Et dans la croissance intestinale, eh bien, souvent, le méso va être, comme il est initialement sagittal, déplacé latéralement et dorsalement. Il va être déplacé latéralement et dorsalement avec une mise en contact entre le péritoine pariétal et le péritoine viscéral du méso, qui aboutit en certains endroits à un accolement, c'est-à-dire une soudure, une adhérence très forte entre péritoine pariétal et péritoine viscéral. C'est ce qu'on appelle un accolement péritonéal. Cet accolement peut être exploité comme voie de dissection en chirurgie pour libérer un méso et pouvoir travailler soit dans le contenu du méso, soit en arrière de celui-ci. L'accolement est représenté en vert foncé hachuré,
En fait, cet espace est virtuel. Les deux feuillets de péritoine, viscéral et pariétal, sont au contact l'un de l'autre. Voyons maintenant la succession des viscères, en commençant par l'estomac. L'estomac ou gaster, d'où les adjectifs de gastrique, gastro-entérique, etc., est un réservoir qui permet l'alimentation intermittente. C'est une structure qui est une cavité, une poche, extensible jusqu'à 2 litres. En fait, l'estomac peut être vide, il est alors sous forme d'un sac, aplati d'avant en arrière. L'extensibilité à 2 litres peut aller au-delà dans certaines situations d'alimentation forcée. L'estomac est mobile, particulièrement sur son bord gauche, entre 2 points fixes. 2 points fixes qui sont d'une part le cardia, qui se projette toujours en T11, 11e vertèbre thoracique. Le cardia correspond à la jonction entre l'œsophage abdominal et son entrée dans l'estomac. Le deuxième point fixe, c'est le pylore. Le pylore se projette toujours en L1, c'est la jonction entre l'estomac et le duodénum. L'estomac est donc un viscère sur le plan topographique thoraco-abdominal. Pour moitié au moins, il est masqué, protégé par le grille costal gauche, l'autre moitié est sous la paroi antérieure de l'abdomen. L'estomac joue un rôle important dans la digestion, il va mélanger les aliments, les mélanger entre eux, mais surtout avec une sécrétion acide et peptique qui va fragmenter les aliments. L'estomac, avec son remplissage intermittent, va proposer une évacuation et une progression du bol alimentaire, là aussi intermittente, en franchissant le pylore pour aller dans le duodénum. Voyons l'anatomie descriptive de l'estomac. C'est donc une poche un peu en forme de cornemuse, avec une partie verticale qui est prédominante et une partie horizontale qui s'amoindrit dans son diamètre comme un entonnoir. Premièrement, le cardia se projette en T11, c'est la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Cette zone est importante sur le plan fonctionnel, nous le reverrons. À l'opposé, le pylore est plutôt un épaississement des couches musculaires de l'estomac. C'est une ouverture intermittente, indépendante de la volonté, sous l'effet du système nerveux autonome. On décrit donc verticalement le corps de l'estomac, c'est la partie la plus volumineuse. Le fundus ou grosse tubérosité de l'estomac pour l'extrémité crâniale, et l'antre qui est la portion caudale qui diminue progressivement de diamètre. L'antre est dirigé en haut, latéralement et vers la droite. L'épaisseur est faible, il en résulte sur le bord gauche une grande courbure avec un grand périmètre. À l'opposé, sur le bord droit, la petite courbure qui a une portion verticale et une portion horizontale. Entre les deux, il y a un angle sur cette petite courbure, presque à 90 degrés, mais surtout à la jonction entre l'œsophage abdominal et la grande courbure gastrique, il y a ce qu'on appelle l'incisure cardiale ou angle de His, qui est un système à la fois musculaire et membraneux, mais aussi muqueux, pour éviter les reflux de l'estomac du contenu gastrique acide vers l'œsophage thoracique. En termes de dimension, eh bien, l'estomac mesure en hauteur en moyenne 25 cm, transversalement en moyenne 12 cm, et en épaisseur 8 cm. Sur le trajet de la petite courbure, initialement cette petite courbure est verticale, puis elle devient horizontale, oblique en arrière, c'est ce qu'on appelle l'incisure angulaire. Les parois viscérales sont constituées de muscles lisses. L'estomac contient 3 couches musculaires, alors que les autres viscères n'en contiennent que 2. 3 couches musculaires parce qu'il travaille énormément dans sa fonction de mélange des aliments,
avec les sécrétions acides et peptiques, et l'estomac a donc 3 couches musculaires. Premièrement, la couche longitudinale superficielle. Elle est représentée en violet sur le schéma. Elle provient de la couche musculaire superficielle de l'œsophage et elle va suivre à ce niveau son orientation, sa détermination jusqu'au pylore. Cette couche longitudinale superficielle est complétée par un plan sous-jacent qui est la circulaire moyenne. L'orientation des fibres musculaires les met à 90 degrés par rapport aux fibres musculaires longitudinales superficielles. Elles sont uniformes sur toute la hauteur du viscère. Enfin, il y a la couche musculaire la plus profonde, couche oblique profonde, qui n'existe pas sur le bord de la petite courbure au niveau du prolongement de l'œsophage, mais qui suit parfaitement un peu à distance la petite courbure. C'est une couche musculaire oblique profonde. Ces plans musculaires, qui permettent un brassage extrêmement efficace des aliments, contiennent des éléments nerveux végétatifs, les plexus végétatifs mi-entériques. Au niveau du hiatus œsophagien, le tissu digestif est solidement maintenu parce que c'est une zone qui, avec plusieurs éléments constitutionnels, empêche le reflux du contenu gastrique vers l'œsophage. Le contenu gastrique est très acide, comme vous le savez. Le transit dans l'œsophage se fait de façon, normalement, sans agression pour la muqueuse œsophagienne. Et il y a un système anti-reflux, avec différents facteurs mécaniques ou physiques qui empêchent le reflux de l'estomac vers l'œsophage. Si ce reflux existe, eh bien, il y a une sensation très désagréable selon la position, selon le hoquet, c'est-à-dire qu'une partie du contenu gastrique va dans l'œsophage, refoule vers l'œsophage, agresse la muqueuse et provoque des brûlures, des douleurs rétrosternales. Donc cette jonction gastro-œsophagienne présente des éléments des systèmes anti-reflux. Parmi ceux-ci, les éléments musculaires, le muscle diaphragme, avec son hiatus œsophagien qui est un muscle solide, largement développé, mais qui, en prenant de l'âge, se fatigue et devient moins efficace. Il y a également les plèvres. La plèvre est l'équivalent du péritoine pour le thorax et l'appareil respiratoire, avec une plèvre pariétale qui est solide. Ce premier plan fibreux de la plèvre pariétale, intrathoracique, est complété par le fascia endothoracique. Fascia endothoracique qui double toute la surface du diaphragme, mais aussi de la paroi digestive. Ce fascia endothoracique est dissécable, décollable, il est très intéressant puisque il est solide et qu'il va pouvoir être utilisé comme point d'appui d'une suture en chirurgie. Comme vous le voyez sur le schéma, le fascia transversalis donne une arborisation sur quelques centimètres au niveau de l'œsophage thoracique. Il participe à la cohésion du système, à la rigidification de cette partie du tube digestif pour éviter le reflux du contenu de l'estomac vers l'œsophage. C'est le système le plus simple, le plus fiable. Il y a d'autres systèmes anti-reflux, la plèvre, le péritoine, mais également le péritoine viscéral sur le versant abdominal. Néanmoins, ces systèmes anti-reflux ne sont pas parfaits, et avec le vieillissement, ils ont tendance à se distendre, à être moins efficaces, et nous avons de plus en plus de hernie hiatale ou insuffisance des systèmes anti-reflux dans la pratique médicale. La vascularisation de l'estomac est de 3 types, artérielle, veineuse et lymphatique. L'estomac est particulièrement vascularisé pour amener de l'énergie sur ce muscle qui travaille en permanence ou quasiment. Et cette vascularisation artérielle va être la source de complications lors d'ulcères, lors d'ouverture par un agent quelconque de la muqueuse gastrique,
qui va parfois éroder les vaisseaux et provoquer un saignement abondant depuis une artère dans la cavité péritonéale. La vascularisation veineuse va être intéressée dans le système anti-reflux du sang veineux vers le système cave. Cette vascularisation veineuse joue un rôle important dans l'hypertension portale, sur laquelle nous reviendrons. Quant au réseau lymphatique, il est surtout intéressé dans le cancer gastrique. La totalité de la vascularisation artérielle gastrique provient du tronc cœliaque. C'est un gros vaisseau qui a son origine sur la face ventrale de l'aorte, en T12. Ce tronc cœliaque se divise très vite, après un court trajet, en un trépied artériel. L'artère coronaire stomachique ou artère gastrique gauche, mais également l'artère splénique sur la gauche et l'artère hépatique commune sur la droite. Ce trépied a une forme tout à fait constante, l'artère la plus petite étant généralement quand même l'artère coronaire stomachique. L'artère hépatique commune va se diviser en artère gastro-duodénale et artère hépatique proprement dite. L'artère hépatique donne l'artère pylorique qui vascularise la région du pylore, on l'appelle aussi artère gastrique droite. Ce schéma suivant montre l'estomac sur sa face ventrale avec l'ensemble de sa vascularisation artérielle et en association le grand omentum. L'aorte est ici sur la ligne médiane dorsale, c'est là que naît le tronc cœliaque en T12 et qui fait sa trifurcation pour donner trois artères principales pour l'estomac. Il y a donc l'artère coronaire stomachique, l'un des trois éléments qui divisent le tronc cœliaque, l'artère coronaire stomachique avec son trajet concave vers le bas et qui atteint la petite courbure. L'artère coronaire stomachique donne une distribution à la fois face dorsale, face ventrale dans la paroi gastrique et cette artère coronaire stomachique, lorsqu'elle atteint la petite courbure, se divise en deux. Deux branches, une ventrale qui a un trajet festonné avec des branches qui vascularisent l'estomac en dents de peigne et ont un très court trajet avant de traverser la paroi gastrique. Donc deux artères coronaires stomachiques au final, une ventrale, une dorsale. L'aspect contourné et festonné du trajet artériel est là pour augmenter la longueur artérielle en fonction de la répression ou de l'état vide de l'estomac. Cette artère coronaire stomachique donne une artère supplémentaire qui est l'artère cardio-œsophagienne ventrale qui s'anastomose avec son équivalent dorsal. La deuxième branche, c'est l'artère splénique. L'artère splénique, qui est concave vers le haut, atteint la petite courbure gastrique, passe ensuite dorsalement et va atteindre la rate. Cette artère splénique donne comme collatéral l'artère gastro-épiploïque gauche, qui s'anastomose avec son équivalent à droite. L'artère gastro-épiploïque gauche reste plus à distance du bord de la grande courbure gastrique. Elle donne des artères terminales, là aussi en dents de peigne, mais à la fois pour la face ventrale et la face dorsale. L'artère hépatique commune est la troisième branche. L'artère hépatique commune devient artère hépatique propre lorsqu'elle a donné sa division, l'artère gastro-duodénale. L'artère gastro-duodénale passe en arrière du premier duodénum et pratiquement à son contact. L'artère gastro-duodénale donne également l'artère gastro-épiploïque droite, qui a une topographie équivalente à l'artère gastro-épiploïque gauche. Les deux s'anastomosent d'ailleurs et permettent la vascularisation de la grande courbure gastrique. Il est à noter que l'artère splénique donne des branches principales en diamètre sur le île de la rate et la vascularisation de ce viscère, mais que quelques vaisseaux vont également sur le parenchyme gastrique. Le grand omentum fait partie intégrante de l'estomac. Dans son développement,
s'est développée cette partie de péritoine qu'on peut utiliser pour de multiples compléments chirurgicaux. Et ce grand omentum contient plusieurs feuillets de péritoine qui sont très richement vascularisés. En effet, à partir des artères gastro-épiploïques, droite et gauche, on peut voir sur le schéma des arcades artérielles qui se réunissent tous en distalité sur le grand omentum par l'arcade de Barkhoff. C'est donc un tissu conjonctif, en partie graisseux, qui a un système vasculaire indépendant de l'estomac au final. Ce grand omentum a ses vaisseaux, ses propres vaisseaux. Il est, avec également ses propres veines pour le retour veineux, riche en système lymphatique, et bien souvent, c'est le tissu qui va recouvrir une zone de brûlure, une zone d'amputation ou une zone de difficulté vasculaire. À partir de l'artère hépatique va naître la gastro-duodénale, on vient de la voir, et c'est là que l'artère hépatique commune change de nom, devient l'artère hépatique propre. L'artère hépatique propre donne l'artère pylorique. L'artère pylorique avec un trajet un peu en boucle qui vascularise la région de l'antre et du pylore. Il en résulte, sur le plan des anastomoses, un premier cercle artériel, le cercle artériel de la petite courbure entre artère coronaire stomachique et artère pylorique. Ce réseau artériel de la petite courbure est en fait une anastomose entre deux vaisseaux et protège considérablement le risque vasculaire dans l'estomac. Deuxièmement, à l'opposé, sur le bord gauche, on a le cercle artériel de la grande courbure, qui est beaucoup plus pauvre, moins abondant, mais néanmoins il existe, et la vascularisation de l'estomac est telle que pratiquement toutes les incisions chirurgicales possibles et imaginables sont quasiment sans risque vis-à-vis de l'estomac. Le cercle artériel de la grande courbure associe les vaisseaux de l'artère coronaire stomachique et de l'artère gastro-épiploïque droite. Ce diagramme représente l'ensemble du retour veineux de l'estomac. Retour veineux qui se fait dans deux compartiments vasculaires différents, le système porte, qui est représenté ici en violet et bleu foncé, et le système cave, qui est représenté en bleu plus clair. C'est une zone frontière où les territoires vasculaires se superposent, se chevauchent, et où les anastomoses porte-caves vont pouvoir se développer. Donc, dans le détail, eh bien, pour le réseau porte, on a la veine porte qui passe en arrière de l'antre gastrique, veine porte qui reçoit la veine gastro-épiploïque droite. Cette veine gastro-épiploïque droite est parallèle au réseau artériel, et là il n'y a pas plusieurs veines pour une artère, il y a une veine pour une artère. Cette veine gastro-épiploïque droite va rejoindre la veine porte en associant dans ce retour veineux la veine colique supérieure droite, la veine pancréatico-duodénale antérieure supérieure, et le tout forme un tronc veineux, le tronc veineux gastrocolique de Henle, qui se termine dans la paroi latérale de la veine porte. Ce tronc gastrocolique de Henle se jette dans la veine mésentérique supérieure qui n'est pas détaillée sur le schéma. La veine gastro-épiploïque droite s'anastomose avec la précédente et elle remonte vers la rate. Cette veine gastro-épiploïque droite va jusqu'à la région du hile splénique. Elle reçoit une veine cardio-œsophagienne dorsale qui n'est pas détaillée, et la veine splénique a un trajet rectiligne, contrairement à la veine qui est un trajet festonné. La veine splénique passe en rétro-pancréatique et elle se termine dans la veine porte. La veine coronaire stomachique a un territoire plus restreint. La veine coronaire stomachique va se jeter dans le système porte, soit le tronc de la veine porte, soit le tronc veineux spléno-mésentérique. La veine pylorique est un repère chirurgical sur l'antre gastrique. Quant aux veines cardio-œsophagiennes ventrales, eh bien, elles sont mélangées
est proche entre système porte et système cave. Ça pourra se développer l'hypertension portale qui va permettre au sang veineux malgré tout de circuler, de ne pas s'engorger, en développant les anastomoses portocaves qui sont particulièrement développées dans la région du cardia. Sur ce schéma, donc, le réseau veineux de la jonction gastro-œsophagienne se fait dans le système azygos, veine grande azygos, puis la crosse de la veine, pour regagner la veine cave supérieure. Mais c'est la même constitution, même principe pour la veine cave inférieure. Les anastomoses portocaves de la petite courbure sont fréquentes en cas de cirrhose hépatique. C'est-à-dire qu'il y a une dilatation, une progression du sang, du retour veineux, dans des vaisseaux qui sont normalement inframillimétriques, mais qui vont se développer par l'hypertension portale. Cette situation est bien sûr, comme vous le supposez, dangereuse. Parce que nos vaisseaux ne sont pas faits pour l'hypertension portale, ni pour le développement des anastomoses portocaves. Donc ces patients fragilisés peuvent être soumis à des vomissements, en particulier en phase avancée de la cirrhose hépatique, vomissements qui vont déchirer ces vaisseaux et engendrer des hémorragies digestives graves. Après la circulation artérielle, la circulation veineuse, voyons maintenant la circulation lymphatique. La circulation lymphatique est particulièrement concernée dans la progression du cancer de l'estomac. On a, comme précédemment, un diagramme qui représente l'estomac sur sa vue de face, vue ventrale, avec différents territoires de couleurs, là aussi, opposés les unes aux autres. Et tout d'abord le territoire splénique, avec comme frontière pratiquement la ligne verticale médiane. Territoire splénique qui draine les lymphatiques spléniques en suivant le hile, puis le bord supérieur de l'artère splénique jusque dans le groupe de ganglions rétropancréatiques, où tous les collecteurs de l'abdomen se terminent. Deuxièmement, le territoire gastro-épiploïque. Le territoire gastro-épiploïque, c'est la partie restante de la grande courbure, à la fois sur la partie verticale, mais surtout sur l'antre. Le flux lymphatique est ascendant et rejoint le groupe rétropancréatique. Ce réseau gastro-épiploïque suit la région gastrique inférieure. Le territoire pylorique est relativement modeste, c'est depuis l'angle de la petite courbure jusqu'à la ligne médiane intermédiaire en pointillé, avec un court trajet vers le réseau lymphatique. Dans le développement du cancer de l'estomac, le drainage lymphatique a une grande importance. En effet, les cellules cancéreuses vont progresser dans la paroi gastrique, mais ensuite très vite progresser dans le réseau lymphatique. Donc le niveau d'envahissement de celui-ci, évalué par une intervention chirurgicale, est un paramètre important. Le dernier territoire, c'est le territoire coronaire stomachique, en vert sur le schéma, qui intéresse la région du cardia, une grande surface pour la face ventrale et dorsale de l'estomac dans la région coronaire stomachique, et un petit peu sur l'antre. Le groupe rétropancréatique, au contact de l'aorte, a des formes très variables. Ce groupe rétropancréatique donne l'origine à ce qu'on appelle la citerne de Pecquet, peu importe le nom, mais c'est là que naît aussi le conduit lymphatique thoracique. Conduit lymphatique thoracique qui remonte dans le médiastin jusqu'au creux supraclaviculaire gauche, où se trouve un gros nœud lymphatique, gros ganglion, qui jette tout son contenu dans l'estomac. Ce réseau lymphatique est bien sûr extrêmement important, très abondant, comme tout viscère qui a une activité métabolique importante et qui doit en plus se défendre contre les agents infectieux extérieurs. Le duodénum. Le duodénum signifie en latin 12 doigts. C'est en effet la longueur du duodénum. On va prendre volontairement le duodénum standard, représenté ici avec la forme d'un cadre incomplet. 4 côtés très irréguliers d'orientation très variable.
Caractéristique principale, c'est un viscère profond mais fixe. Il y a donc 4 côtés. Premier côté, le duodénum qui est représenté par le bulbe, ou D1. Puis, deuxième côté, le deuxième duodénum, ou D2, qui mesure 10 cm de hauteur. Il est vertical, paravertébral droit. Le deuxième duodénum aboutit au genu inferius. Il aboutit au genu inferius, qui est un angle aigu, qui fait la jonction entre le deuxième et le troisième duodénum. Le troisième duodénum est oblique en haut et à gauche. Enfin, le quatrième duodénum, dont la frontière est mal visible sur ce schéma, le quatrième duodénum remonte latéralement et en direction crâniale vers la gauche. Il est variable, il mesure entre 7 à 10 cm. Enfin, ce quatrième duodénum se termine par la jonction avec le duodénojejunum et se termine le tout par l'angle duodénojejunal qui est solidement ancré, fixé par un muscle contre la colonne vertébrale. La forme du cadre, qui est très incomplet et très stylisé, est variable d'une personne à une autre, avec l'exemple en bas à gauche d'un cadre digestif chez un longiligne et en bas à droite le duodénum d'un enfant où les angles sont peu marqués. Ce schéma représente les repères topographiques du duodénum par rapport aux viscères et la colonne vertébrale. On a donc en avant de la colonne ce cadre très imparfait, très incomplet, avec ses 4 côtés, qui se projette pour les voies biliaires au maximum en T12 vers le haut, qui se projette au niveau de la 4e vertèbre lombaire vers le bas. Le premier duodénum est transversal à hauteur de L1, le deuxième est vertical, paravertébral et descend jusqu'en L4. Quant à l'angle duodénojejunal, au-delà du 4e duodénum, il est généralement en L2. L2 avec, pour cet angle, une fixation très solide, le muscle de Treitz. Vers le haut, le génus superius est en contact avec la 12e côte et le rein droit. La proximité de l'un et l'autre fait que dans les traumatismes, ils peuvent être concernés l'un comme l'autre. Quant à la partie viscérale, eh bien, elle est inscrite dans la concavité du cadre duodénal, c'est la tête du pancréas qui se poursuit par les voies biliaires. Le cadre duodénal abrite dans son périmètre la tête pancréatique puis le corps pancréatique qui est orienté en haut et latéralement, alors que l'environnement au-delà du cadre duodénal intéresse surtout le rein et le reste du tube digestif. Le muscle de Treitz permet une fixation solide et sans faute de l'angle duodénojejunal contre la colonne vertébrale, plus particulièrement contre le pilier du diaphragme gauche. L'intestin grêle fait suite au duodénum après l'angle duodénojejunal. L'intestin grêle est de petit diamètre, comme son nom l'indique, et il comprend successivement le jejunum puis l'iléon. Le jejunum et l'iléon présentent une forte disproportion entre la longueur du tube digestif et la longueur de la racine du méso. On a ici une succession de boucles denses qui commencent par le jejunum avec une orientation transversale, puis l'iléon qui a une transmission et surtout une orientation des boucles verticale. La jonction, la frontière entre l'un et l'autre est imperceptible sur le plan visuel, et comme reliquat embryologique, eh bien, la partie terminale de l'iléon peut présenter un diverticule de Meckel. C'est un diverticule provenant du tube digestif qui n'a pas d'intérêt dans le fonctionnement du tube digestif, mais qui peut saigner et être responsable d'une hémorragie abondante. Il y a une disproportion très forte entre la longueur de l'intestin et la longueur de la racine du méso, c'est-à-dire que l'ensemble jejunum plus iléon mesure en moyenne 6 mètres, alors que la racine du mésentère, la racine du méso, mesure en moyenne 16 cm. Néanmoins, on arrive à travailler très facilement et correctement sur le méso
du jéjunum ou de l'iléon. Voici un grossissement plus important qui concerne une anse grêle. C'est une boucle en forme d'oméga qui comprend un bord libre et un bord mésentérique. L'anse grêle mesure entre 20 et 40 cm de longueur, avec une portion qui est forcément rattachée à ce qu'on appelle le pied du mésentère, c'est-à-dire l'insertion primitive du méso contre la paroi postérieure. L'anse grêle mesure en moyenne 20 à 40 cm, avec un bord libre qui est régulièrement convexe et qui s'oppose au bord mésentérique où arrivent les vaisseaux lymphatiques veineux artériels, soit pour l'alimentation, soit pour le drainage. En moyenne, le diamètre est de 2 cm, sauf en cas d'occlusion où une quantité d'air ou de différents gaz s'accumule, ne peut pas s'évacuer, la dilatation devient douloureuse, les parois d'intestin grêle deviennent translucides, avec une dilatation considérable. Si on fait un grossissement de la paroi de l'intestin grêle, jéjunum ou iléon, on a tout d'abord comme plan tissulaire le péritone viscéral, qui est une séreuse. Ensuite, on a le plan musculaire, avec la couche longitudinale qui est superficielle, externe, la couche circulaire qui est profonde, et le plan qui est en violet pointillé représente la sous-muqueuse qui est le seul plan véritablement solide dans la paroi gastrique. C'est là que viennent s'appuyer les points. La muqueuse, quant à elle, produit des valvules connivantes qui augmentent la surface de 1/3, mais toutes ces valvules connivantes sont recouvertes de villosité et augmentent la surface de 5 à 6 fois. Ces villosités donnent la forme un peu du velours en surface de la muqueuse, et si les valvules connivantes permettent d'augmenter d'1/3 la surface, les villosités, c'est 5 à 6 fois la surface initiale. Donc une surface d'absorption de l'eau et des molécules qui est très intéressante. L'artère mésentérique supérieure est l'artère principale de l'intestin moyen, en particulier l'intestin grêle, mais elle concerne aussi une partie des côlons. L'artère mésentérique supérieure naît juste au-dessous du tronc cœliaque. Elle naît sur la face ventrale de l'aorte à 12-15 mm du tronc cœliaque et mesure en diamètre 12 mm, ce qui est un vaisseau très important avec un débit artériel très fort. Ce schéma représente une vue sagittale associant la colonne vertébrale et l'origine et une partie du trajet de l'artère mésentérique supérieure. Tout d'abord, la colonne vertébrale s'étend de T12 à L4. L'origine de l'aorte abdominale se fait au niveau du ligament arqué, constitué par les piliers du diaphragme. Seul le pilier droit est visible sur le schéma. L'aorte est en situation ventrale par rapport à la colonne, à son contact, au contact du ligament longitudinal ventral. L'artère mésentérique supérieure naît en L1. Elle a un trajet oblique, en bas et en avant. Elle traverse tout d'abord un cadre vasculaire, puis le pancréas, avant de s'arboriser dans le méso de l'intestin grêle. Très proche de son origine, l'artère mésentérique supérieure traverse un cadre vasculaire veineux, qu'on appelle le quadrilatère de Rocci, avec des vaisseaux appartenant à la fois au système porte, comme la veine splénique, d'autres appartenant au système cave, comme la veine rénale gauche. Ce premier passage, rétropancréatique, se poursuit par son trajet oblique en bas et en avant, en passant dans la concavité de la tête pancréatique. L'artère mésentérique supérieure a ensuite son trajet dans le mésentère commun, entre intestin grêle et une partie du côlon, et va s'arboriser de façon très abondante. L'artère rénale droite est ici bien visible, elle naît en L1, elle est pratiquement horizontale pour rejoindre le rein. Dans la partie plus haute, au-dessus du duodénopancréas, il y a le tronc cœliaque qui va donner l'artère coronaire stomachique avec sa concavité inférieure, l'artère hépatique commune puis artère hépatique propre qui remonte dans l'épiplon, le petit épiplon,
Cette artère hépatique, on l'a vu, donne l'artère gastro-duodénale qui passe en arrière et au-dessous du premier duodénum. Et en arrière de ces boucles artérielles coronaires stomachiques et hépatiques se trouve le vestibule de l'arrière-cavité des épiplombs. L'artère gastro-duodénale passe au-dessous du premier duodénum. Enfin, fortement à distance, à hauteur de L3, naît l'artère mésentérique inférieure, en fait de calibre beaucoup plus petit, et qui vascularise principalement le côlon sigmoïde. Le schéma suivant, c'est le développement, l'arborisation des collatérales de l'artère mésentérique supérieure. C'est un diagramme puisque l'intestin grêle a été déroulé, déplissé en quelque sorte, avec un méso qui est complètement lisse et sans relief. L'artère mésentérique supérieure traverse le cadre duodéno-pancréatique en restant à distance du pancréas et surtout sans le traumatiser. Cette artère mésentérique supérieure donne 14 à 16 branches jéjunales, les 14e et 16e étant confondus bien sûr avec des artères qui seraient des artères iléales, mais surtout des artères jéjunales, avec l'arcade bordante, qui est l'arcade la plus proche du bord mésentérique de l'intestin. C'est un système d'anastomose à plusieurs degrés, plusieurs niveaux, entre les artères jéjunales et leur arborisation en maille de filet, et ensuite à partir de l'arcade bordante, les vaisseaux droits, qui sont des vaisseaux terminaux et qui atteignent la paroi digestive pour amener le sang nécessaire. L'arcade artérielle a un premier niveau d'anastomose, puis un deuxième niveau, et le troisième, c'est l'arcade bordante, les vaisseaux droits étant considérés comme des vaisseaux terminaux. Un vaisseau terminal n'a pas d'anastomose avec son environnement. Du côté droit de l'individu, côté gauche du schéma, on arrive à l'épuisement avec la 16e artère jéjunale et une zone de vide vasculaire. En effet, il reste l'artère colique inférieure droite, une artère colique moyenne droite très inconstante, puis une artère colique supérieure droite. Il y a donc une disproportion importante entre le diamètre de l'intestin et sa vascularisation artérielle. Le côlon est beaucoup moins vascularisé que l'intestin grêle. Voyons maintenant le retour veineux. C'est le même diagramme, même étalement viscéral, les veines. On va voir principalement la veine mésentérique supérieure, avec un axe vertical jusqu'au diverticule de Meckel, axe vertical qui représente le tronc principal. Et on a en fait le réseau iléal, le tronc intermédiaire, le réseau iléal et le tronc intermédiaire, puis le tronc jéjunal, qui ne sont pas calqués sur la distribution artérielle, qui vont se rejoindre et qui vont constituer progressivement la veine porte. Du côté droit, la veine colique inférieure droite rejoint le tronc jéjunal, la veine colique droite rejoint le tronc de la veine iléale pour constituer la veine mésentérique supérieure. C'est un gros vaisseau de diamètre plus important que l'artère mésentérique supérieure. Enfin, on retrouve le tronc gastrocolique qui vascularise et qui draine en partie du sang venu de l'estomac, comme nous l'avions vu auparavant. Le réseau lymphatique occupe tout cet espace virtuel qu'est le méso, avec des groupes juxta-intestinaux, puis des groupes moyens ou intermédiaires, puis le groupe central. Ce réseau lymphatique, bien sûr, est intéressé dans le drainage à la fois du tissu et des aliments graisseux, mais aussi dans la diffusion des cancers provenant du tube digestif. Là aussi, on aboutit au groupe rétropancréatique. Le moindre symptôme dans cette région doit faire redouter, entre autres, le cancer du pancréas. Les côlons forment un cadre et les côlons appartiennent au gros intestin par rapport au jéjunum et iléon qui
était de l'intestin grêle. C'est une succession, pour former un cadre, de segments verticaux ou transversaux, plus ou moins fixés à la paroi postérieure. Ces cônes et appendices sont mobiles. Ils sont au contact du péritone pariétal postérieur, mais n'ont pas eu d'accolement. Vient ensuite le côlon ascendant, qu'on appelle souvent abusivement le côlon droit, côlon ascendant qui est fixe contre la paroi postéro-latérale. Il s'ensuit l'angle droit, qui est plutôt un angle aigu, et ensuite le côlon transverse, qui passe de la droite vers la gauche, qui est très mobile, à partir de l'angle droit jusqu'à l'angle gauche. L'angle droit est sous-hépatique, l'angle gauche est souvent sous l'hypocondre. Il est sous l'hypocondre parce que l'angle remonte nettement plus haut, il est aussi dans un plan ventrodorsal et non pas transversal comme le précédent. C'est sur cet angle gauche que vient reposer la rate. Le côlon descendant est à nouveau fixe, il développe des bandelettes un peu anarchiques et puis des franges graisseuses qu'on appelle les appendices épiploïques. Le côlon sigmoïde, on l'a vu, forme une boucle, côlon sigmoïde ou côlon pelvien, qui repose sur la margelle du petit bassin, et qui va isoler, autant que possible, le contenu du pelvis et celui de la grande cavité péritonéale au-dessus. Ce côlon sigmoïde sera succédé par le rectum. Pour reconnaître, dans une intervention chirurgicale, le côlon de l'intestin grêle. Ceci paraît évident sur les schémas, mais en situation pathologique, lorsque tout l'intestin est dilaté et en partie translucide, c'est pas évident de faire la différence entre l'intestin grêle et le côlon. Eh bien, quelques caractéristiques de surface vont nous guider. La présence des bandelettes, qui sont des renforcements de la paroi longitudinale. Les bandelettes, qui sont au nombre de 3, permettent de reconnaître le côlon de l'intestin grêle, mais également les appendices épiploïques. Et enfin, les sacules ou ostrations, qui sont des bosses successives, visibles en surface du gros intestin. Voici une coupe qui est perpendiculaire au grand axe de l'intestin, qui permet de détailler, de voir comment est constitué un segment colique. Donc le côlon est coupé avec une tranche perpendiculaire à son grand axe. Il y a au centre de l'air, en périphérie, le muscle avec la couche longitudinale et le renforcement pour chaque bandelette. Il y a 3 bandelettes, une bandelette mésentérique, une bandelette ventrale, une bandelette dorsale. Les vaisseaux arrivent par le méso, avec l'arcade bordante à quelques centimètres, puis les vaisseaux droits, mais au niveau des bandelettes, les vaisseaux droits vont s'insinuer dans les appendices épiploïques, et ces vaisseaux artériels qui vascularisent en aval de l'appendice épiploïque le tissu musculaire doivent être particulièrement respectés en chirurgie. L'ablation d'un appendice épiploïque peut provoquer un défaut vasculaire sur la paroi colique. Le cadre des côlons peut être divisé en 2 grands segments. Le côlon droit et le côlon gauche. C'est une division fonctionnelle, embryologique, mais aussi pathologique, avec des maladies différentes entre l'un et l'autre et des conséquences chirurgicales différentes. Le côlon droit provient du même segment embryonnaire que l'intestin grêle. Ce côlon droit comprend le séco-appendice, le côlon ascendant, l'angle droit et un tiers du côlon transverse. Il est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure, alors que le côlon gauche, qui est plus long, comprend les 2 tiers du côlon transverse, l'angle gauche, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. C'est un côlon de transit qui est de diamètre inférieur au précédent, plus petit que le côlon droit en diamètre, et qui est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Cette division, non seulement fonctionnelle mais aussi embryologique, va être une division physiologique avec des fonctions différentes, de réabsorption d'eau essentiellement dans le côlon droit,
alors que c'est un simple transit dans le côlon gauche. C'est une division aussi pathologique, avec des cancers du côlon, cancers très différents entre le droit et le gauche. Du côté droit, les cancers sont bourgeonnants, du côté gauche, ils sont sténosants. Cette division pathologique a des conséquences chirurgicales. Et lorsque l'on veut être radical et tenter de guérir un cancer du côlon, eh bien, il faut pratiquer une hémicolectomie droite ou gauche, hémicolectomie qui enlève toute la longueur du côlon droit ou du côlon gauche, ainsi que le méso, les vaisseaux qui l'alimentent et le drainage lymphatique qui est compris dedans. Voyons maintenant l'ensemble cécum et appendice, plus en détail puisque c'est une région avec une pathologie fréquente et très chirurgicale. Ce schéma représente le cécum et l'appendice en vue ventrale, associant le méso, qui contient les vaisseaux, et le péritoine, bien entendu, qui recouvre ces structures. Le cécum est un renflement borgne qui admet la terminaison de l'intestin grêle, la dernière anse iléale qui s'abouche dans le cécum. Le cécum est marqué par la présence de bandelettes, comme l'ensemble du côlon, bandelettes qui sont très structurées à ce niveau-là, et on voit sur le schéma la bandelette antérieure. Juste en dessous de la dernière anse iléale, c'est l'origine de l'appendice. L'appendice a son origine au point de convergence des trois bandelettes. C'est un repère chirurgical qui permet de trouver l'appendice dans une intervention par une incision minime. L'appendice est un segment digestif creux avec des parois identiques à celles du côlon, mais de diamètre inférieur. L'appendice mesure en moyenne 9 cm de longueur pour 9 mm de diamètre. L'ensemble de cette région, l'anse iléale, le cécum, l'appendice, est vascularisé par une branche de l'artère mésentérique supérieure. C'est l'artère iléo-biséco-appendiculo-colique. En effet, cette artère qui arrive au niveau de l'arcade bordante va se diviser en une artère iléale, une artère sécale ventrale, une artère sécale dorsale, qui chacune soulève un petit repli péritonéal, une artère appendiculaire, qui va jusqu'à l'extrémité de l'appendice, et une artère colique qui suit l'arcade bordante pour le côlon ascendant. Cette même structure est représentée maintenant en vue dorsale, avec la dernière anse iléale. Les deux bandelettes sont visibles sur ce schéma. Une bandelette mésentérique et la bandelette dorsale. Et comme on le voit sur le schéma précédent, eh bien, c'est au point de convergence des bandelettes que naît l'origine de l'appendice. L'appendice a son méso, qui a son origine, sa racine, en arrière de la dernière anse iléale, et qui contient bien sûr l'artère appendiculaire, les veines et les lymphatiques de l'appendice. De même, l'artère iléo-biséco-appendiculo-colique montre ici ses branches de division, dont celle qui est destinée au cécum et celle qui est destinée à l'appendice. La zone qui est en vert foncé, pointillée puis avec de multiples points, représente la surface d'adhérence du péritoine viscéral contre le péritoine pariétal postérieur. Il en résulte deux replis en angle aigu, un latéral qui est marqué par la flèche et un plus médial. Ces replis vont délimiter des logettes, en particulier la fossette rétrocécale entre chacun des replis. Cette fossette rétrocécale est donc sans adhérence et l'appendice peut venir se placer dans cette logette et en cas d'appendicite rétrocécale, donc une inflammation de l'appendice, eh bien les symptômes sont très différents que ceux que l'on rencontre lorsque l'appendice est en position normale, comme sur le schéma. Sur la droite de l'écran, au-delà du pointillé vertical vert foncé, au-delà donc de l'adhérence du côlon ascendant contre la paroi postérieure, qu'on appelle l'accollement de Tolt, droit, eh bien c'est la gouttière pariéto-colique
droite. Gouttière pariétocolique entre donc la paroi et le côlon, et là aussi l'appendice peut venir s'encastrer dans cette région, et en cas d'appendicite, donner des symptômes très différents de ceux que exprime l'appendice en position normale. C'est une zone où les variations sont nombreuses, en particulier l'orientation de l'appendice. Les variations sont nombreuses. Variation signifie que la topographie ou la forme est différente, mais la fonction reste normale. L'orientation de l'appendice peut être mésocéliaque, c'est-à-dire en direction de l'ombilic. Il peut être latérocécal, c'est-à-dire encastré dans la gouttière pariétocolique que l'on vient de décrire. Il peut être enfin rétrocécal, enclavé dans la fossette rétrocécale, et le schéma est une vue de profil, la partie dorsale étant sur la gauche de l'écran. Les variations ne concernent pas que l'orientation de l'appendice, mais également la position de l'ensemble séquoappendice dans le côté droit de l'individu. La position normale est représentée sur le schéma de gauche. Et en effet, le point de McBurney, qui représente le point d'insertion de l'appendice, est situé à mi-distance entre l'ombilic et l'épiniliaque antéro-supérieur. Point de McBurney, qui en clinique est le point électif pour réveiller une douleur ou accentuer une douleur appendiculaire. Quant au point de Lantz, le point de Lantz est au tiers droit d'une ligne horizontale transversale bi-iliaque et correspond à la pointe à l'extrémité de l'appendice. En fonction du développement de l'ensemble de l'intestin dans la cavité péritonéale. Sur le schéma de droite, eh bien, la position de l'ensemble séquoappendice peut être variable. Ceci correspond à ce qu'on n'a pas étudié cette année, la rotation de l'anse ombilical, rotation qui fait 270 degrés dans un sens anti-horaire vu de face. Eh bien, lorsque la rotation est idéale, la plus standard, 70% des ensembles séquoappendices se situent au niveau du point de McBurney. 25% ont une migration plus caudale. Et cette fois-ci, ont une position pelvienne. On parle d'appendice pelvien dans 25% des cas. Enfin, la rotation, l'amplitude peut être plus faible pour l'anse ombilical. Et de ce fait, l'ensemble séquoappendice est plutôt sous le grille costal et à la place, entre guillemets, à la place de la vésicule. C'est dans 5% des cas que cette situation est vérifiée. Il va de soi que selon cette topographie, les symptômes appendiculaires seront différents en cas d'appendicite. Voyons maintenant la vascularisation du côlon droit. Elle dépend, disons exclusivement, de l'artère mésentérique supérieure. Sur ce schéma, le côlon transverse et son méso sont reclinés vers le haut avec des crochets. On a donc une barre oblique, transversale, un trait vert très foncé, c'est la racine du mésocôlon transverse. Ceci permet de voir l'ensemble du déroulement du côlon depuis le séquoappendice jusqu'à l'angle gauche. L'artère mésentérique supérieure passe au centre du cadre duodéno-pancréatique et donne, comme on l'a vu, principalement des branches jéjunales. De ce côté, les branches collatérales sont nombreuses. Du côté colique, elles sont beaucoup plus restreintes. En effet, l'artère mésentérique supérieure donne d'abord l'artère colique inférieure droite, qu'on a dénommée l'artère iléo-biséco-appendiculo-colique précédemment. Il y a de façon inconstante représentée en pointillé l'artère du côlon ascendant, puis l'artère colique supérieure droite, qui va rejoindre l'arcade bordante, et comme pour l'intestin grêle, sur ce côlon, il y a une arcade bordante sur toute sa longueur, et elle va rejoindre l'artère colique supérieure droite, la région de l'angle colique droit. Il y a enfin l'artère colique transverse, petite artère, parfois inconstante,
et l'arcade bordante du côlon transverse prend le nom d'arcade de Rioland. Arcade de Rioland car c'est une anastomose entre le système mésentérique supérieur pour le côlon droit et le système mésentérique inférieur pour le côlon gauche. Le réseau lymphatique est abondant, il est contenu dans le méso, au contact des vaisseaux avec un véritable feutrage lymphatique périvasculaire. Et on a donc une succession de relais ganglionnaires ou lymphonodes, relais ganglionnaires en plusieurs étapes. Premièrement, les ganglions épicoliques, situés sous le péritoine. Puis les ganglions paracoliques, au niveau de l'arcade bordante. C'est le deuxième relais lymphatique. Le flux lymphatique va rejoindre progressivement la région rétropancréatique, mais auparavant, il y a un relais dans des ganglions mésocoliques. Et enfin, les ganglions mésentériques supérieurs ou centraux. Et à ce niveau, dans le cadre pancréatique, l'artère mésentérique supérieure et sa veine sont véritablement entourés d'un feutrage lymphatique très épais et qui entoure la totalité de la circonférence des vaisseaux. Pour le côlon gauche, la vascularisation provient essentiellement des vaisseaux mésentériques inférieurs. L'artère mésentérique inférieure naît plus bas, au niveau de la aorte abdominale. Elle a un trajet presque rectiligne, une collatérale importante et, pour sa terminaison, une division en plusieurs branches. La première collatérale, c'est l'artère colique supérieure gauche, qui traverse le méso, qui s'anastomose avec la mésentérique supérieure par l'arcade de Rioland, qui remonte au niveau de l'angle gauche et qui descend, selon une arcade bordante, jusqu'au côlon sigmoïde. La terminaison de l'artère colique inférieure gauche donne avant, en amont de cette terminaison, des artères sigmoïdiennes, qui proviennent d'une artère colique inférieure gauche. Artères sigmoïdiennes, moyenne, supérieure, inférieure, qui sont importantes sur le plan physiologique. Puis, la terminaison de l'artère mésentérique inférieure se fait au niveau du rectum. Le réseau lymphatique, là aussi très riche, comprend des ganglions épicoliques sous le péritoine, des ganglions paracoliques au niveau de l'arcade bordante, puis un relais de groupe intermédiaire, et enfin le groupe central. Autour de l'artère mésentérique inférieure, il y a un véritable feutrage très épais à ce niveau-là. Groupe central qui rejoint le groupe rétropancréatique. Le paragraphe suivant concerne la glande hépatique et les voies biliaires. La glande hépatique est la plus volumineuse glande de l'organisme. La glande hépatique, dont le nom provient du radical hépar, est une glande volumineuse, c'est la plus volumineuse glande de l'organisme. Elle est indispensable à la vie. En effet, au-delà de quelques heures sans fonction hépatique, la mort est inévitable. La glande hépatique va réguler de nombreux phénomènes, dont la glycémie. C'est une glande très malléable qui est située principalement sous la coupole diaphragmatique droite. Le foie est en fait un terme plutôt culinaire que anatomique, et on parlera de glande hépatique chaque fois qu'il en est possible. La glande hépatique a une production exocrine, la bile, qui participe à la digestion des lipides. Voici un schéma vu de face. Schéma de cette glande hépatique avec la face supérieure ou diaphragmatique qui est ici représentée. Cette face est convexe. Elle va épouser la forme du diaphragme, de la coupole diaphragmatique droite. On a ensuite un sillon ombilical qui est quasiment vertical avec un méso à ce niveau-là, méso qu'on va appeler le ligament falciforme. Il fait tout le tour de la glande hépatique. Le ligament falciforme qui s'insère sur le sillon ombilical est en fait un reliquat embryonnaire d'un méso. Le lobe droit est volumineux. Il comprend tout ce qui est à droite du sillon ombilical. Sous la face inférieure est représentée la vésicule. Le lobe gauche est plus petit. Enfin, sur la partie dorsale, et en grande partie masquée par la glande, la veine cave inférieure.
attention, la veine cave inférieure est très adhérente au tissu hépatique et à la capsule hépatique. Et il est fréquent d'avoir des plaies de la veine cave lorsque l'on veut décoller cette région de façon mal contrôlée. Si la surface diaphragmatique est convexe, le bord antérieur ou bord inférieur est lui un angle aigu, et c'est ce bord antérieur qui doit rester sous-costal en permanence. Si la glande hépatique déborde une côte, deux côtes, il y a vraiment un phénomène pathologique associé. La vésicule est appendue. Cette représentation est la glande hépatique en vue latérale droite. On a donc un bord antérieur aigu avec la vésicule au-dessous de ce bord antérieur et sur la face inférieure de la glande qui est concave cette fois-ci. La veine porte amène le sang digestif au niveau de la glande pour y subir de multiples métabolismes. Quant à la veine cave inférieure, elle récupère en partie le sang qui a été filtré, qui a été métabolisé par la glande hépatique pour retourner dans la circulation systémique. On peut décrire des bords, un bord postéro-supérieur, un bord postéro-inférieur. La glande hépatique, qui est sous le muscle diaphragme, pèse en moyenne plus de 2 kg et doit faire appel à des moyens de suspension pour rester dans cette région et ne pas appuyer sur les viscères sous-jacents. Ce schéma, qui est une coupe frontale vue de face, nous montre le péricarde, les plèvres, qui sont deux structures d'enveloppe au-dessus du muscle. Le muscle diaphragme comprend ces deux coupoles, la droite étant moins contrainte que la gauche. Et bien c'est là que se développe la plus grande quantité de tissu hépatique. Le ligament falciforme est un des moyens de suspension de la glande hépatique. Ce ligament falciforme, c'est le reliquat du mésogastre ventral, avec ses deux feuillets, un droit, un gauche, et au niveau du bord libre du ligament falciforme, eh bien, s'est formé un ligament qu'on appelle le ligament rond, qui est en fait l'ex-veine ombilicale. Ces moyens de suspension, en particulier le ligament falciforme, va participer à la création de loges, d'espaces plus ou moins fermés. C'est ainsi que se développe la loge sous-phrénique entre la glande hépatique, le ligament falciforme et le muscle diaphragme. Il y a une loge sous-phrénique droite qui est vaste et une loge sous-phrénique gauche, beaucoup plus restreinte puisque le lobe gauche est plus petit. Mais ces loges sous-phréniques sont en dépression. En effet, en position couchée, ces deux loges ont une pression moins forte que le restant de l'organisme et ont donc tendance à aspirer, entre guillemets, les phénomènes pathologiques. On a vu les deux loges, il y a maintenant la troisième, la loge sous-hépatique droite. C'est le siège des voies biliaires, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. La glande hépatique présente une systématisation très précise du drainage veineux, c'est-à-dire du retour veineux après métabolisme du sang qui va dans le système cave. Ce schéma représente la glande hépatique vue de face, glande hépatique que l'on va segmenter en différents secteurs. Et ces secteurs sont indépendants les uns des autres. Ils sont des vaisseaux différents qui ne font pas d'anastomose entre eux, donc chaque secteur est un secteur isolé et de vascularisation terminale. Comment segmenter la glande hépatique? Tout d'abord, le lit de la vésicule définit la scissure principale. La vésicule signifie la position de la scissure principale. Cette scissure divise le foie en deux, le foie droit et le foie gauche, ce qui est très différent du schéma précédent où on avait un lobe droit et un lobe gauche. Là, c'est un foie droit et un foie gauche. Le drainage veineux, qui est ici représenté par transparence, n'est pas visible à travers le tissu hépatique. Le foie droit va être drainé par des veines qui convergent pour former une veine sus-hépatique droite. Le foie droit est divisé artificiellement en deux avec une scissure droite. Scissure droite qui correspond à
la position de la veine sushépatique droite. De même pour la veine sushépatique gauche, qui draine des segments du lobe gauche et du lobe droit. La scissure ombilicale divise le foie droit en deux parties, et cette sous-segmentation se fait en secteurs, avec un secteur paramédian gauche, un secteur latéral gauche, paramédian droit et secteur latéral droit. Chacun des secteurs va être divisé en deux par une coupe horizontale. Donc ce trait en pointillé, grossièrement horizontal, à mi-distance entre le dôme et la base, eh bien cette segmentation est maintenant en segment proprement dit, segment postéro-supérieur ou antéro-inférieur. La numérotation est en chiffres romains de 1 à 8. Et par exemple, le segment numéro 2 est le segment postéro-supérieur latéral gauche. Le segment numéro 5 est le segment antéro-inférieur paramédian droit, etc. Cette segmentation est maintenant admise de façon internationale, et c'est elle qui permet les hépatectomies partielles avec vascularisation conservée. Les pédicules du foie montrent que c'est une glande avec un tissu terminal. C'est un foie vu par transparence avec en vert clair le sillon ombilical qui, à son extrémité, est en partie creux, laissant passer la veine ombilicale qui, au niveau du parenchyme, se termine ici sur un récessus veineux de la branche gauche de la veine porte. On a donc sur ce schéma la distribution de la vascularisation veineuse provenant de la veine porte, avec un tronc unique pour la veine porte qui va se diviser en deux. La branche gauche a un trajet court, elle revient sur elle-même, c'est le récessus de Rex. Du côté droit, la veine porte prend une orientation horizontale, elle parcourt presque toute la glande pour donner un pédicule précis, individuel, pour chaque segment. Sur ce schéma, il y a également les artères, l'artère hépatique et sa division, artère qui est mal représentée sur le plan des couleurs puisqu'elle est bleu foncé. C'est sur cet argument de segmentation hépatique en différents segments terminaux indépendants les uns des autres que l'on peut pratiquer des hépatectomies partielles. Par exemple, on peut enlever les segments 2 et 3 ou ceux situés du côté droit de façon sécurisée et sans risque. Le schéma suivant représente là encore par transparence vis-à-vis du parenchyme hépatique l'arborisation des voies biliaires. Voies biliaires qui sont indispensables à la vie, avec, pour chaque segment, au moins un canal biliaire. Il y a eu 2 canaux pour le segment 1. En fait, pour tous les suivants, il n'y en a plus qu'un seul, segment 2 à segment 8. Donc chaque production de bile est indépendante de l'environnement. Cette bile, qui est produite en permanence, va aller se stocker dans la vésicule. Et en cas d'ingestion abondante de lipides, eh bien la bile va pouvoir exprimer son efficacité. Elle a bien sûr d'autres rôles, comme vous le savez. Sur ce schéma, l'arborisation aboutit d'un côté au conduit hépatique gauche, de l'autre au conduit hépatique droit, permettant une réunion qui est le canal hépatique, c'est la voie biliaire principale, canal hépatique qui reçoit le canal cystique, qui est en fait le canal qui draine la vésicule est un réservoir de bile, et au-delà, entre la réunion entre le cystique et le canal hépatique, se forme le canal cholédoque. Canal cholédoque qui va déverser son contenu dans le deuxième duodénum, avec une proximité très forte entre canaux biliaires et canaux pancréatiques. Ce schéma définit les voies biliaires extra-hépatiques. Il y a d'une part la voie biliaire principale parce qu'elle est indispensable à la vie et que la suppression de celle-ci donne des symptômes
tout d'abord modérés, puis graves, puis vitaux. On a donc en extra-hépatique le conduit hépatique gauche, conduit hépatique droit, qui se rejoignent pour former le canal hépatique. Ce canal hépatique n'est pas très volumineux, il est bien musclé, rigide, et après avoir reçu et s'être anastomosé avec le canal cystique, il devient le canal cholédoque. Cette convergence entre canal cystique et canal hépatique est de hauteur très variable. Le canal cholédoque se termine au niveau du deuxième duodénum, avec un appareillage sphinctérien complexe que l'on va voir pour éviter le reflux de la bile vers le tissu pancréatique. La voie biliaire accessoire a un rôle de réservoir. C'est essentiellement la vésicule et le canal cystique. Réservoir parce que si la production est constante, l'excrétion de la bile est au contraire intermittente. On a donc sur le schéma la vésicule et le canal cystique en vue externe, c'est-à-dire une ampoule dilatée qui va être plus ou moins accolée au parenchyme hépatique et qui se poursuit par le canal cystique, très contourné au départ, avec plusieurs virages, puis qui devient rectiligne et rejoint le cholédoque. Il y a le fond de la vésicule, le corps, le col ou bassinet ou infundibulum. Le contrôle de l'excrétion biliaire et de l'excrétion pancréatique se fait par un système de sphincters très complexe, le sphincter d'Oddi. Ce schéma est une coupe frontale de la paroi intestinale du deuxième duodénum, avec le plan musculaire qui est interrompu au niveau du sphincter, interrompu mais néanmoins parfaitement étanche, la muqueuse des séropies étant présentée en rose. Ce système sphinctérien est subdivisé en trois parties. Un sphincter propre pour le canal cholédoque, un sphincter là aussi individuel pour le canal pancréatique, et un troisième sphincter qui lui est commun aux deux précédents, avec une dilatation en ampoule, c'est là que peuvent s'accumuler des éléments. Sphincter commun, avec cette dilatation qu'on appelle l'ampoule de Vater, et au total, 3 sphincters. Lorsque la bile arrive au niveau de l'extrémité du cholédoque, eh bien le sphincter est fermé. Le sphincter est fermé, c'est un tonus musculaire permanent qui l'obstrue. De même pour le canal pancréatique. Mais si le sujet prend un repas, disons un repas copieux, eh bien tout ce qui est lipide va être éliminé par la bile. C'est donc le canal cholédoque qui va être sécrétant. Et pour les protéines, c'est le canal pancréatique. En aucun cas, le liquide pancréatique doit aller vers la bile et inversement. Si il y a un calcul enclavé dans l'ampoule de Vater qui empêche l'extraction de la bile, celle-ci peut repartir vers le canal pancréatique et provoquer une pancréatite aiguë dramatique. La terminaison des voies biliaires et pancréatiques est visible en endoscopie. C'est un repli muqueux qu'on appelle la grande caroncule, suivi d'un bourgeon qui est l'extrémité des voies biliaires qui est visible. C'est visible en endoscopie, c'est visible en chirurgie, dans tous les cas. Le pancréas est la deuxième glande annexe de l'intestin après la glande hépatique. Il est beaucoup moins volumineux, c'est un tissu glandulaire à la fois exocrine et endocrine. Le pancréas va produire des enzymes pour digérer les protéines, mais il va aussi produire des hormones, donc des protéines circulantes pour le métabolisme essentiellement du sucre. Le pancréas a un rôle important dans la glycémie, bien sûr, et lorsque la partie endocrinienne est défaillante, le patient présente un diabète. Le pancréas est donc une glande à sécrétion mixte, à la fois exocrine pour la digestion et endocrine, avec deux hormones, l'insuline et le glucagon. Il a donc un rôle primordial dans le métabolisme et régulation de la glycémie. Ce tissu glandulaire, très malléable, avec quelques bosselures en surface, est représenté ici sur sa face ventrale, avec la tête pancréatique vers notre gauche. Cette tête pancréatique est subdivisée
en 3 parties. Premièrement, la partie qui est en contact avec le premier duodénum. C'est un peu comme une jante et un pneu, le pneu étant le pancréas, avec le premier duodénum qui est en partie masqué par un incus, c'est-à-dire un relief en crochet. Le premier duodénum, souvenons-nous, est horizontal. Le deuxième duodénum est vertical, D2. Et enfin, le troisième duodénum, qui est très bref, très court, et qui est la partie la plus inférieure de la glande, c'est là que sur la surface périphérique, eh bien, des reliefs sont présents comme un tubercule au niveau de la jonction tête-col, puis un processus incinatus ou crochet pour le petit pancréas de Winslow. La gouttière ventrale marquante, c'est la présence de l'artère mésentérique supérieure, le col, puis le corps pancréatique est orienté transversalement, latéralement et vers le haut. L'extrémité gauche, c'est la queue pancréatique, comme un poisson, avec une gouttière des vaisseaux spléniques qui proviennent du tronc cœliaque et qui vont vasculariser la rate, mais aussi l'estomac. Ce tissu pancréatique est mou, friable, extrêmement vascularisé, mais surtout très plastique. Il s'adapte en fait au relief de l'environnement. La face dorsale est aussi marquée. En particulier la tête pancréatique, dans sa périphérie, a vraiment la forme d'une gouttière comme une jante qui va admettre le pneu que serait le duodénum, avec le premier duodénum, le deuxième vertical, deuxième où ça bouche les voies biliaires, et le troisième qui est horizontal. La région du col est légèrement rétrécie, puis le corps pancréatique est orienté latéralement et crânialement, arrive enfin à la queue pancréatique qui n'a pas de relief particulier sur la face dorsale. La région du col et du corps est marquée par des empreintes veineuses. La veine splénique, la veine mésentérique inférieure et la veine porte. Ces empreintes sont en fait des gouttières qui recouvrent les vaisseaux digestifs et surtout la jonction entre la veine splénique qui est horizontale et la veine mésentérique inférieure qui est oblique sur le schéma est très variable, entre 0 cm et 8-10 cm. Ce schéma représente les canaux pancréatiques dans l'origine du corps et de la tête pancréatique. Ce schéma représente volontairement un canal central un peu exagéré et des canaux myriapodes qui vont alimenter en production biliaire le canal central. Le canal central, c'est le canal de Wirsung, ou canal principal, avec des canaux afférents, myriapodes. Le canal de Santorini est plus accessoire. Il ne parcourt qu'une partie de la tête pancréatique et se termine au niveau d'un orifice particulier, la petite caroncule, alors que la voie biliaire et le canal pancréatique de Wirsung se terminent lui au niveau de la grande caroncule. Voyons maintenant la vascularisation. Vascularisation artérielle qui est très abondante. C'est un lieu d'anastomose entre c'est un lieu d'anastomose entre le réseau du tronc cœliaque et le réseau de l'artère mésentérique supérieure. Ce schéma montre le cadre duodénal, l'ensemble pancréas et les vaisseaux. Premièrement, l'artère coronaire stomachique ne donne pas de façon spécifique de vaisseau pour le pancréas. L'artère hépatique commune donne l'artère gastro-duodénale qui passe en rétro-duodénale, puis en rétro-pancréatique pour donner une vascularisation dans la tête pancréatique. L'artère hépatique poursuivra son trajet vers le hile hépatique. Donc ces premiers vaisseaux dérivent du tronc cœliaque, coronaire stomachique, artère hépatique, artère splénique. Quant à l'artère mésentérique supérieure, qui naît en arrière du corps et du col pancréatique. L'artère mésentérique supérieure a un gros diamètre, elle a son origine 1 cm ou à peine un peu plus par rapport au tronc cœliaque. Elle va très vite se diviser en plusieurs branches pour vasculariser l'environnement. Cette vascularisation artérielle représente en fait un système d'anastomose. Système d'anastomose extrêmement important entre tronc cœliaque et artère mésentérique supérieure.
Quant à la région du premier duodénum et de la région de la tête pancréatique, eh bien, il y a une véritable symbiose entre le tube digestif duodénal et la tête pancréatique. Ces systèmes d'anastomose peuvent être exprimés sur un diagramme. Diagramme qui va se développer dans la partie inférieure de l'écran avec le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, qui chacun donne des collatérales. Le tronc cœliaque donne des vaisseaux pancréatico-duodénaux postérieurs et supérieurs. Donc l'artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure naît aussi du tronc cœliaque. Ce sont deux vaisseaux importants, principaux, sur une structure qui est le tissu pancréatique, en fait extrêmement fragile. Le contingent du tronc cœliaque donne des vaisseaux supérieurs. Le contingent inférieur vient de l'artère mésentérique supérieure, et les vaisseaux qui ont un qualificatif inférieur viennent de cette artère. C'est le cas des pancréatico-duodénales antérieures et inférieures et pancréatico-duodénales postérieures et inférieures. Il en résulte un polygone avec des côtés irréguliers bien sûr, mais ces vaisseaux forment des anastomoses extrêmement importantes et abondantes qui vont permettre, en cas de déficience d'une artère principale, artère mésentérique supérieure par exemple, de remplir le rôle d'une artère dont l'alimentation proviendra d'une autre branche, par exemple le tronc cœliaque. Ce schéma représente l'ensemble des vaisseaux du pancréas, avec l'artère gastro-duodénale en premier, les artères pancréatico-duodénales postérieures et supérieures, et la antérieure et supérieure, puis les artères pancréatico-duodénales postérieures et inférieures, antérieures et inférieures, qui proviennent de la mésentérique supérieure, qui donne une collatérale près de son origine, très courte, 1 cm, qui se divise ensuite en pancréatico-duodénale postérieure ou antérieure, mais surtout inférieure. L'artère mésentérique supérieure poursuit son trajet comme présenté. On a ensuite une arcade intrapancréatique qui n'est pas représentée. Le restant du tissu hépatique est vascularisé par d'autres branches, mais les artères pancréatico-duodénales, communes entre pancréas et duodénum, au nombre de 4, forment les arcades de la tête. Arcades de la tête pancréatique avec des anastomoses ventrales, des anastomoses dorsales, des anastomoses intrapancréatiques. Tout geste chirurgical qui porte sur l'un des deux viscères emmène une partie de l'autre, évidemment. On pratique toujours à des duodénopancréatectomies céphaliques pour dire qu'on n'enlève que la tête du pancréas, mais c'est une opération extrêmement sévère. Le corps pancréatique est vascularisé par l'artère splénique qui a un trajet contourné au bord supérieur de celui-ci. Elle est facile à trouver. L'artère pancréatique inférieure donne aussi quelques branches. Enfin, l'artère splénique, qui a un trajet très contourné, festonné sur le bord supérieur de la glande, donne des vaisseaux terminaux sur toute la longueur du corps pancréatique. Et ce sont les vaisseaux gastro-épiploïques gauches qui passent sur la face ventrale de la queue pancréatique, qui vont distribuer d'abord la vascularisation pour la rate, et ensuite au secteur gastro-épiploïque gauche. On a des anastomoses entre système gastro-duodénal et système pancréatique qu'on peut préciser, c'est l'arcade de Kirk entre le réseau céphalique et duodénal et le réseau purement pancréatique. Tout ceci est complété par des veines et lymphatiques. La rate, qu'on appelle aussi le splénus ou le lien, est en fait non pas une glande, mais une structure qui appartient au réseau lymphatique. Sous une capsule conjonctive se trouve le tissu splénique qui est très riche en vascularisation. La rate est ici représentée selon 3 orientations. Une vue médiale, une vue sur une coupe transversale et enfin une vue antérieure. La rate est un tétraèdre irrégulier avec un sommet et une base triangulaire. Il en résulte un sommet, des bords, le bord antérieur étant crénelé avec des incisures, puis un bord médial, un bord postérieur. Il y a une face gastrique qui est concave, une face rénale qui est aussi concave, une face diaphragmatique qui est convexe. La face gastrique
et celle qui supporte le hile hépatique. C'est une zone où, entre les vaisseaux artériels et sortent les vaisseaux veineux, la rate est une éponge vasculaire et en cas de traumatisme, il y a une rupture de la capsule et elle peut saigner abondamment. La base, qui est triangulaire compte tenu de la forme du tétraèdre, est une face colique qui s'appuie sur l'angle gauche des côlons. Le tétraèdre possède des bords, un bord antérieur, crénelé, un bord postérieur, lisse irrégulier, et le bord interne est situé entre la face rénale et la face gastrique. Il est généralement mousse et moins marqué que les précédents. La rate, véritable éponge vasculaire, est vascularisée par principalement l'artère splénique et ses branches. L'artère splénique va se diviser, donner des branches polaires supérieures, branches supérieures, branches inférieures, polaires inférieures et les vaisseaux courts gastriques. Le réseau artériel, qui a eu peu de collatéral jusqu'à maintenant, s'arborise dans tout le hile splénique. Il y a une segmentation, là aussi, avec des segments indépendants les uns des autres. La veine splénique passe au niveau de la gouttière des vaisseaux spléniques sur la queue pancréatique pour suivre de façon identique l'arborisation des artères, aussi bien polaires, supérieures qu'inférieures. Et contrairement aux membres, il y a une artère pour une veine. Enfin, l'extrémité des vaisseaux spléniques ne s'arrête pas là, il donne l'artère gastro-épiploïque gauche. Cette vue de profil du grille costal et de la crête iliaque montre la topographie de la rate dans sa réalité. La rate est un viscère thoraco-abdominal, mais principalement thoracique en conditions normales, avec une forme ovoïde qui est toujours en arrière de la ligne axillaire moyenne. Toujours en arrière de la ligne axillaire moyenne. Ce qui est important, c'est la position et l'orientation du parenchyme. Ce parenchyme splénique est au contact des côtes et comme la capsule est très fragile, il peut y avoir une fracture, une rupture de la rate avec une hémorragie dramatique. La rate est toujours en arrière de la ligne axillaire moyenne. À l'état normal, elle est à peu près du volume d'un point fermé de l'individu. En situation pathologique, elle peut être beaucoup plus volumineuse, atteindre 7-8 kg. La rate va suivre, au-delà, en arrière de la ligne axillaire moyenne, elle va suivre l'orientation des côtes. Tout d'abord, il y a les plèvres viscérales en rose, plèvres pariétales en vert, et en arrière de la ligne axillaire moyenne, la rate est centrée sur l'orientation de la 10e côte. Elle monte jusqu'à la 9e, descend à la 11e, mais c'est véritablement la 10e côte qui est le repère de la rate lorsque il faut aller la palper ou l'examiner avec un échographe. La proximité des côtes fait que cette rate est souvent concernée par des brèches capsulaires et des hémorragies. Et à gauche, il est important de vérifier le rein. En effet, la proximité entre la rate et le rein fait que si l'un est blessé, l'autre l'est souvent aussi.